recettes de Nuts rendent fou. Nuts les a cachés sous le caramel, qui est caché sous le chocolat. Nuts, c'est là où sont les noisettes. En informatique, pour gagner, branchez-vous sur ICL. ICL à la pointe de l'informatique. Vous êtes sur la une. Plus de 30 000 moscovites pour assister au concert rock organisé au profit des victimes de la catastrophe de Tchernobyl. C'était en mai 1986, un événement tout à fait exceptionnel, retransmis pour la première fois et en direct sur le petit écran soviétique. Concert pour Tchernobyl, télévision sans frontières, à 23h55, tout de suite après le dernier journal, que nous présente maintenant Patrick Bourra. Une bombe dans la foule, c'est le 3e attentat terroriste en moins de 8 jours à Paris. Arrêt sur une image triste, le peintre photographe est mort à 92 ans. Il laisse 200 000 clichés de souvenirs heureux à la France. Bonsoir. En pleine heure d'affluence, dans un lieu public très fréquenté, et pour faire le maximum de carnage, une bombe de moyenne puissance a explosé à 1h moins le quart dans la cafétéria d'un supermarché de la Défense. Ce soir, les enquêteurs estiment que c'est vraisemblablement l'œuvre de l'organisation qui réclame la libération des terroristes emprisonnés en France. Michel Floquet. Il ne reste plus rien de toute cette partie de la cafétéria. Dans les décombres, les pompiers ont relevé 41 blessés. Un homme et une femme d'une 50aine d'années sont dans un état très grave. Les médecins ne peuvent encore se prononcer. Il a fallu 2 heures aux équipes de secours pour évacuer tous les blessés. La bombe, dissimulée semble-t-il dans une boîte de fer sous une banquette, a explosé à 12h30, heure de pleine affluence. Il y avait au moins 150 personnes en ligne et à peu près 1000 dans la cafétéria. En ligne, c'est-à-dire qui attendaient? Qui attendaient, oui. Il y a eu une grande panique, vous dites. Qu'est-ce que vous avez vu juste après l'explosion? Il y a des gens qui sont abaissés, qui se sont allongés. Enfin, moi, je me suis sauvée. Sur le coup, je suis restée paralysée, mais après, on m'a dit de me sauver. Mais il y a eu pas mal de panique. Les gens, j'ai entendu des cris aussi. Vous avez vu des blessés, vous avez vu des scènes de panique Ah ben nous, on en a soigné beaucoup. Hein. Tous ceux qui étaient pas trop choqués sont venus se faire soigner. Les autres sont restés en haut et il y a 2 préparatrices qui sont montées les soigner. Les gens souffraient de quoi, ceux qui venaient chez vous? Ah ben, tous, c'était des éclats de verre. Parce que la coupole qui était au-dessus s'est brisée en 1000 morceaux. Donc tous avaient des éclats de verre, beaucoup dans la tête, sur les bras, sur les pieds, sur les jambes. Mais beaucoup dans la tête. Compte tenu de la nature de l'incident, d'une explosion, il y a une lésion tout à fait spécifique qu'on appelle le blast, c'est-à-dire l'onde de choc, qui provoque des lésions au niveau du crâne, de l'œil, des oreilles et surtout des poumons. Et dans ce cadre-là, il y a eu 4 ou 5 personnes parmi les blessés légers qui ont cependant une lésion auriculaire, une lésion du tympan, et parmi les victimes graves, toutes les deux certainement présentent des lésions de blast au niveau pulmonaire. Moins d'1 heure après l'explosion, Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu sur place. Pour le reste, la France en a vu d'autres. Elle affrontera cette épreuve comme elle en a déjà affronté d'autres et elle la surmontera. L'enquête, bien sûr, ne fait que débuter, mais les policiers disposent d'un signalement assez précis. Un homme d'environ 25 ans, cheveux noirs, frisés, teint pâle, vêtu d'une chemise jaune, d'un pantalon et d'un blouson clair. On sait également que les enquêteurs ont entendu cet après-midi un témoin apparemment précieux. En tout cas, l'attentat est revendiqué par les partisans du droit et de la liberté, une organisation qui a déjà revendiqué l'explosion à l'hôtel de ville de Paris lundi dernier. Une organisation derrière laquelle pourrait bien se cacher le comité de soutien aux prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient, c'est-à-dire les amis de Georges Ibrahim Abdallah, le chef des fractions armées révolutionnaires libanaises, qui doit être jugé prochainement à Paris. 12 personnes originaires du Proche-Orient ont été interpellées à la suite des derniers attentats et sont actuellement en rétention administrative. D'après le ministère de l'Intérieur, ces personnes seraient expulsées prochainement. À des années-lumière de ce siècle de fureur, Jacques-Henri Lartigue, le photographe aquarelliste, s'est éteint aujourd'hui à Nice. Il avait 92 ans.
Savourez chaque minute de ces heures bourrées de plaisir, envoyées par je ne sais quelle fée. Cette phrase est tirée de ses mémoires. C'était un parfait épicurien, né dans l'autre siècle, celui des daguerréotypes. Il transformait un moment banal en une image exagérément belle. Alors quelques clichés de l'album de Jacques-Henri Lartigue, feuilleté pour nous par Michel Cardoz. Chroniqueur de la fête sans fin, Lartigue laisse sur la France en vacances les premiers engins mécaniques, les villas cossues et les métiers tranquilles, des images douces et lisses comme la lumière du bois de Boulogne. Son regard ignore le malheur. Moi, je suis avant tout passionné de couleurs puisque je suis peintre depuis toujours et je suis passionné aussi de noir et blanc parce que je suis photographe depuis toujours. En direct sur TF1 à 13h, Jacques-Henri Lartigue a souvent commenté son art double du peintre-photographe. La célébrité s'est fait attendre pour ce regard sur un siècle. C'est le président Giscard d'Estaing qui l'a fait connaître au grand public en lui demandant sa photo officielle en 1974. Mais les Américains l'avaient exposé et honoré dès 1963 au Musée d'Art moderne de New York, avant que les Français lui découvrent des plaques de rue. Aujourd'hui, grâce à la donation que Lartigue en a faite, cette œuvre gigantesque, 200 000 clichés, appartient à la France. Il aura bientôt plusieurs musées. L'escadron de la mort aurait encore frappé à Santiago du Chili. Une jeune fille a été tuée par balle. Elle était originaire du quartier dont s'occupaient les 3 prêtres français expulsés par le dictateur Pinochet. Ces 3 prêtres sont arrivés ce soir à Paris. Catherine Gentil les a rencontrés. Si par exemple, on a 27% d'enfants de 1 à 6 ans, à 7 ans, qui sont sous-alimentés, on l'a vu à cause du programme de lait, on l'a sur plus de 1000 enfants, on l'a pu le démontrer. Bon, si on constate ça, il ne faut pas simplement faire des prières au ciel pour dire, bon, donner à manger du lait aux enfants. Il faut également s'organiser pour le faire. Mais s'organiser, ça suppose qu'il y ait des gens qui prennent qui participent, qu'il y ait des gens qui prennent des responsabilités. Il faut s'organiser et prendre des responsabilités. C'est également une technique humaine. C'est entrer dans le monde de la politique. De la même manière, si je dis, je suis en faveur du respect pour la vie, et que je ne fais rien pour dénoncer les atteintes aux droits de l'homme, je suis un hypocrite. Par conséquent, ma foi chrétienne et mon message chrétien m'obligent à prendre position. Mais je le fais de mon point de vue, c'est-à-dire en fonction de la mission propre du prêtre. Fin du sommet Moubarak-Pérez. Les observateurs sont assez partagés sur le bilan et comme d'habitude, Washington se félicite de cette rencontre, Moscou critique. Quels sont les résultats précis de ce sommet? À Alexandrie, Julien Brune. On m'a demandé de vous informer que l'Égypte a nommé un nouvel ambassadeur en Israël, Mohamed Bassiouni, et qu'Israël a accepté cette nomination. Voilà au moins un résultat concret de cette rencontre express de 24 heures. Il n'y avait plus d'ambassadeur égyptien en Israël depuis l'invasion du Liban en 82. Le communiqué commun publié par les 2 parties à l'issue des discussions de ce matin reste, lui, très vague. Il assure qu'Israël et l'Égypte poursuivront leurs efforts de paix en réglant notamment la question palestinienne. Mais le communiqué ne dit pas comment régler cette question. Et pour cause, les 2 hommes n'en avaient ni le temps, ni même le pouvoir. L'important, du reste, n'a pas été couché sur le papier. C'est l'acceptation par Israël du principe d'une conférence internationale à laquelle pourrait participer l'Union soviétique. En échange, celle-ci assouplirait son attitude à l'égard de ses citoyens juifs et s'engagerait à rétablir des relations diplomatiques avec l'État hébreu, rompues depuis 1967. Jusqu'à présent, Israël avait opposé 2 niets à la tenue d'une conférence internationale. Non à la présence de l'OLP et non à la présence de l'URSS. Il s'agit donc, si elle était confirmée, d'une concession importante de la part de Jérusalem. Mais dans un mois, Shimon Peres passe le témoin du pouvoir à Yitzhak Shamir, le chef de la droite israélienne. Et celui-ci s'est déjà déclaré hostile au principe d'une conférence internationale sur le Proche-Orient. Ce qu'espère sans doute Shimon Peres, c'est que son adversaire politique se sentira lié par les engagements pris par les travaillistes. Et que ce petit pas vers quelque chose qui ressemblerait à la paix laissera un souvenir plus durable qu'une empreinte sur le sable. L'aviation israélienne a effectué de nouveau un raid sur le sud Liban à Saïda contre une position d'une organisation palestinienne proche du terroriste Abou Nidal.
Le journaliste américain Nicolas Danilov, incarcéré à Moscou, vient d'être libéré, en même temps que Gennady Zakharov, fonctionnaire soviétique de l'ONU, arrêté pour espionnage à New York. Mais ils restent tous les deux sous la garde de leurs ambassades respectives. Donc le ton baisse entre les États-Unis et l'URSS. Notre correspondant à Moscou, Ulysse Gosset, a pu joindre par téléphone le journaliste américain tout juste sorti des geôles du KGB. Il parle français. Pour moi, c'est un jour formidable de voir tous mes collègues ici qui ont été tellement supportifs, qui ont aidé ma femme, mes enfants. Je veux remercier tout le monde, surtout le président Reagan et le secrétaire général du Parti communiste soviétique, M. Gorbatchev. Vous êtes libre maintenant ou pas? Je ne suis pas tout à fait libre. Je devrais encore téléphoner tous les jours l'investigateur. Mais j'espère que dans le pas très lointain, je pourrai revenir dans mon pays. Alors le journaliste américain est peut-être sorti de prison à Moscou, mais est-il pour autant libre de ses mouvements, Ulysse Gosset? Le journaliste américain a donc bien franchi le premier pas vers sa liberté, mais comme il l'a précisé lui-même en sortant de sa prison, il n'est pas encore tout à fait un homme libre. J'ai quitté un hôtel pour un autre, bien meilleur, a dit Nicolas Danilov. Il s'agit bien sûr de l'ambassade des États-Unis à Moscou qu'il a rejointe avec son épouse après 2 semaines d'interrogatoire et de détention dans les geôles du KGB. Cependant, le correspondant reste inculpé pour espionnage. Il peut à nouveau comparaître devant ses accusateurs. L'agence officielle TASS l'a annoncé en confirmant que l'instruction continuait et que Nicolas Danilov ne pouvait quitter l'URSS. Le Kremlin a d'ailleurs bien pris soin de faire savoir qu'au moment où notre confrère quittait sa prison, le fonctionnaire soviétique Zakharov, arrêté aux États-Unis pour espionnage, était lui aussi libéré pour être remis à son ambassadeur aux États-Unis. Au fond, l'épouse du journaliste américain n'a pas tort de déclarer ce soir « Mon mari reste détenu en otage à Moscou ». En bref, la guerre Iran-Irak, représailles et contre-représailles, la guerre des villes reprend de plus belle. Et puis des images rares sur un exercice des troupes du pacte de Varsovie. Tout cela commenté par Sylvier. L'Irak menace de rompre la trêve dans la guerre des villes à la suite de l'explosion la nuit dernière d'un missile sol-sol lancé par Téhéran en plein centre de Bagdad. Le bilan est lourd, 21 morts et 81 blessés. Cette agression iranienne est sans nul doute une riposte au bombardement hier de la raffinerie de Tabriz par l'aviation irakienne. Bombardement au cours duquel 2 Français avaient été grièvement blessés. Selon un diplomate occidental en poste à Bagdad, le missile visait une centrale électrique. Les Irakiens, ce soir, se réservent, selon leurs propres termes, un droit de réponse. Druzhba 86, c'est fini. Les manœuvres du pacte de Varsovie ont pris fin en Bohème, dans la partie occidentale de la Tchécoslovaquie. 25 000 soldats des armées soviétiques, hongroises et tchécoslovaques se sont pendant 5 jours entraînés, encadrés par d'importantes forces terrestres et aériennes. Les observateurs de 19 pays, signataires de l'acte final d'Helsinki, dont des Américains, des Allemands et des Français, ont pu apercevoir les hélicoptères d'assaut, les Mi-24, ainsi que les chars lourds T-72. Invitation valable pour les 2 derniers jours seulement. Alerte générale sur les places financières. Après la chute historique à la bourse de New York, tous les marchés financiers ont été sérieusement secoués. Alors, interrogation majeure de ces milieux financiers, la reprise économique va-t-elle s'essouffler? En France, en plus, avec les démons de la politique, les malaises de la cohabitation, eh bien la bourse se sent mal. Nous allons voir tout de suite tout cela en chiffres, avec nos indices. Le point à New York, l'indice des valeurs industrielles, le Dow Jones, donc, a encore chuté de 34,17 à 1758,71. Le dollar a terminé en baisse à 6,74 francs contre 6,82 hier. Et à la Bourse de Paris, l'indice des valeurs françaises en baisse de 2,7%. L'or, le lingot en hausse de 90 050, plus 2050. Le Napoléon suit le mouvement à 641 francs, plus 6 francs. Alors, effet des valeurs refuges, bien évidemment, le dollar et l'or, surtout l'or qui monte. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement, Philippe Bochard? La bourse à Wall Street attrape froid et puis en France, on grelotte. Oui, ils sont complètement fous, ces Américains. Le Dow Jones était à 1900 le 4 septembre, il était tout à l'heure à 1758. Alors, ce n'est pas tout à fait la vraie panique, mais c'est quand même le désarroi. En réalité, ce qui se passe, c'est que depuis 3 ans, on vivait sur le rêve du miracle américain. On avait d'abord traité Reagan de cow-boy, puis après de Superman, sans faire de nuance. Tout marchait pour Reagan,
Il y avait une inflation qui était relativement limitée. On prévoyait pour cette année 4 de croissance et les exportations devaient se redresser avec la chute du dollar. Et puis patatras, depuis juillet, tous les experts se sont trompés. En effet, on voit que l'inflation repart, qu'on va connaître aux États-Unis un déséquilibre de 175 milliards de dollars pour le commerce extérieur et un déséquilibre de plus de 200 milliards pour le budget américain. Quant à la croissance, elle est très courte, elle va dépasser 2% seulement. Du coup, c'est l'affolement, les investisseurs quittent les États-Unis, les Japonais se mettent à vendre leurs obligations américaines, les indices économiques sont de plus en plus mauvais, la baisse nourrit la baisse et on arrive aux épisodes burlesques. Par exemple, les ordinateurs de Wall Street se mettent à bloquer à la baisse et passent et crachent des ordres de vente sans contrôle. Si bien que c'est quasiment de l'Elsa Popine, on ne sait plus très bien où on en est. Aujourd'hui, on a un peu arrêté l'hémorragie, mais le dollar, vous l'avez dit, est toujours à une valeur refuge, à 6,74. On vend des valeurs, on achète du dollar. L'or est à 416 $ l'once, c'est un record. Alors, ce qui se passe aux États-Unis, naturellement, c'est qu'on inverse la tendance. On commence à remonter les taux d'intérêt alors qu'on voulait les baisser, et puis on navigue au plus juste. Alors, à Paris, à Londres, à Tokyo, c'est aussi un peu l'affolement. Il y a eu donc une baisse assez importante aujourd'hui. Depuis 8 jours, la bourse de Paris baisse et il y a l'effet de contagion de New York. Les Américains qui avaient beaucoup acheté sur Paris se mettent à vendre et puis il y a des problèmes spécifiquement français. L'effet Balladur, avec une assez bonne prestation à la télé, ne marche plus et les patrons qui se sont fait un peu ramasser par le ministre de l'économie ne sont pas contents. Il y a toujours les craintes de conflit Mitterrand-Chirac. On attend la reprise, mais elle ne vient pas. Alors, là aussi, un peu en catastrophe, le Crédit Lyonnais, tout seul, a baissé son taux de base de 9,60 à 9,45 sans, semble-t-il, le feu vert de M. Balladur. C'est vous dire, c'est vraiment la pagaille partout. Personne ne contrôle plus rien. Alors, peut-être qu'on va remettre les choses en ordre, c'est d'ailleurs probable, mais vraiment, on est tout à fait dans le bleu ce soir. Merci, docteur Bochard. Un essai de voiture dans ce journal, non pas pour faire plaisir à Philippe Bochard, qui est un fou d'automobile, mais parce qu'une fois n'est pas coutume, nous allons éreinter une voiture. C'est une 4x4 qui a les yeux bridés. Alors pourquoi ne faut-il pas l'acheter par Christian Vella? Au Japon, c'est la première voiture à avoir adopté en série la traction intégrale permanente. Elle marquait ainsi la naissance d'une nouvelle génération de sportives compactes à 4 roues motrices. Sur le marché européen, en revanche, la Mazda 323 4x4 ne présente pas vraiment de révolution, mais elle vient marcher sur les plates-bandes des constructeurs qui avaient la main mise sur ce marché des sportifs compacts. Sur la route, son comportement est au-dessus de tout soupçon. Sa ligne est sportive sans être agressive. Côté confort, rien à dire. Pas de clinquant, ni de tape à l'œil, rien que du fonctionnel. En revanche, le coffre, lui, n'est pas à la hauteur. Côté mécanique, c'est la profusion avec un moteur 1600, 16 soupapes, turbo-compressé et en utilisation courante, tout ça peut paraître superflu. D'autant que les performances ne sont pas en rapport avec cette mécanique particulièrement dopée. Quant au prix, 153 990 francs, il est décidément trop élevé pour vous faire apprécier la traction intégrale à la mode soja. Voilà, comme ça on va acheter des voitures françaises. Météo, proverbe chinois communiqué par Isabelle Périllou, pluie le vendredi, week-end compromis. Ça va mal. Après une journée plutôt ruisselante, on devrait avoir demain une légère accalmie, ce qui ne veut pas dire qu'il fera beau, loin de là. Les résidus de la perturbation qui est passée aujourd'hui persisteront de l'Alsace à la Corse, où nous aurons quelques orages, tandis qu'une seconde perturbation faiblement active arrivera sur